Abidjan, mercredi 1er octobre 2014. Nous sommes à l'Assemblée nationale à Abidjan-Plateau. Après un mois de vacances, les députés reprennent le chemin de l'hémicycle aujourd'hui pour la tenue de la deuxième session ordinaire de l'année 2014. Il est 14 heures lorsque le président de l'Assemblée nationale ivoirien, son Excellence Guillaume Kibafori Soro, reçoit les honneurs militaires. Honneur à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Dans la salle des plénières, 245 députés sur les 253 que compte le Parlement ivoirien ont répondu présents. Plusieurs autres invités spéciaux étaient également présents, dont des chefs coutumiers venus du Bas-Sandra, les présidents d'institutions et les membres du gouvernement ivoirien. Seulement, contrairement aux sessions précédentes, celle-ci s'ouvre avec un seul point à l'ordre du jour, l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2014,
qui sera décliné comme suit. Il reviendra ici, au président de l'Assemblée nationale, de livrer le discours traditionnel d'ouverture avant de laisser place à l'allocution du chef de la délégation du Parlement malien qui a fait l'honneur et l'amitié de répondre à l'invitation du président Guillaume Soro. La séance est ouverte. En ce premier mercredi constitutionnellement prescrit pour l'ouverture de notre deuxième session ordinaire de l'année 2014, nous nous retrouvons pour accomplir notre part de devoir républicain avec à l'esprit l'intérêt de la nation tout entière. En vous adressant mes cordiales salutations à toutes et à tous, il me plaît de vous faire remarquer que de façon heureuse, ce premier jour d'octobre se trouve aussi consacré à la journée internationale de la musique. Ainsi, sans en donner l'air, le plaisir de nos retrouvailles de ce jour est célébré autant que le plaisir que l'on peut ressentir à se délecter de la bonne musique. L'occasion, vous conviendrez, me paraît opportune pour rendre un hommage mérité à tous les faiseurs de musique de notre pays et d'ailleurs. À présent, vous me permettrez d'adresser ma reconnaissance toute particulière à Monsieur le Premier ministre Daniel Kabla-Duncan ainsi qu'aux membres du gouvernement qui sont ici. Monsieur le Premier ministre, votre présence continue de nous honorer et je voudrais ici encore féliciter toute votre équipe gouvernementale pour ses réussites patentes au plan national et international. Chers collègues députés, je vais ici vous annoncer l'issue heureuse de certaines préoccupations que nous avons formulées et se rapportant à l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Je poursuis mes salutations et remerciements en m'adressant à mes pairs, présidents d'institutions, qui ont toujours honoré ces moments importants de la vie de notre Parlement. Chers collègues présidents, je vous remercie une fois de plus pour votre présence à nos côtés. Avec votre soutien et votre bienveillant accord, je veux saluer la présence remarquée du tout nouveau président de la Commission électorale indépendante, M. Youssouf Bakayoko, M. Youssouf Bakayoko, qui, il y a juste quelques semaines, a brillamment succédé à l'ancien président de cette institution, M. Youssouf Bakayoko. De dire un grand merci à tous nos autres invités. Je voudrais, comme à l'accoutumée, rendre un hommage particulier à mes invités spéciaux. Je vous demande, mesdames et messieurs, de saluer avec moi la délégation des chefs traditionnels de la région du Haut-Sassandra. Mes chers collègues chefs traditionnels, bienvenue chez vous et merci d'avoir répondu à mon appel. Vous m'avez invité à venir dans votre région. Sachez que je suis impatient de communier avec vos populations. Je serai heureux et enchanté de vous retrouver très prochainement dans vos localités respectives. La participation d'une délégation de l'Assemblée nationale du Mali, conduite par le deuxième vice-président de cette institution, M. Amadou Thiam. Je vous demande de saluer. Monsieur le vice-président Amadou Thiam,
tout en vous remerciant d'être venu partager avec nous ces moments particuliers, je voudrais exprimer ici, de vive voix, les salutations et la reconnaissance de la représentation nationale que je vous demande de bien vouloir transmettre à mon aîné, le président Sidibé Issaka. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, à présent, je veux m'attarder sur le contexte dans lequel s'ouvre la présente session, en commençant tout de suite par la préoccupante question de l'épidémie d'Ebola qui frappe hélas durement des pays frères de la sous-région de notre continent. Cette fatale et consternante épidémie a déjà occasionné plus de 3000 décès et continue de mettre à rude épreuve la solidarité que les hommes se doivent entre eux. À ce propos, je m'empresse de me réjouir et de saluer d'une part les mesures de prévention nécessaires prises par le gouvernement ivoirien en vue d'éviter le risque de contamination de nos populations et d'autre part la main solidaire tendue aux pays voisins à travers la reprise du trafic aérien et l'utilisation des ports et aéroports pour accueillir les contingents américains. Notre institution se montre d'ailleurs tout autant déterminée à agir contre cette menace inquiétante, comme en témoigne la mise sur pied d'un comité parlementaire de veille sanitaire et sociale qui a tenu le 18 septembre dernier une séance d'information et de sensibilisation à l'endroit des députés. Du haut de cette tribune, je veux en appeler à une prise de conscience lucide de la part des populations ivoiriennes de l'importance du respect scrupuleux des consignes d'hygiène édictées par le gouvernement. En dehors de ce contexte international d'alerte et d'alarme, notre rentrée parlementaire, chers collègues, s'effectue au plan national dans un climat général prometteur avec le retour effectif à Abidjan du siège de la Banque africaine de développement. C'est le lieu pour moi d'inviter à nouveau nos compatriotes à saisir l'importance symbolique que revêt ce retour qui consacre l'effectivité de la stabilité de notre pays et traduit éloquemment toute la crédibilité et la confiance de nos partenaires multisectoriels depuis l'avènement de la gouvernance Ouattara. À présent, je voudrais évoquer quelques activités principales de notre institution, intervenues, comme vous le savez, durant les 13 sessions écoulées. Au plan législatif, je me permettrai juste de rappeler la récente session extraordinaire qui a permis d'adopter la loi de finances rectificative portant budget de l'État pour la gestion de l'année 2014. Par ailleurs, dans le cadre du renforcement des capacités de notre Parlement, un séminaire atelier d'orientation et d'harmonisation des actes et pratiques de la direction des services législatifs a réuni le personnel parlementaire à Yamoussoukro du 9 au 13 septembre dernier. Au terme de cette formation, le personnel parlementaire issu de différents services de l'institution a été initié et instruit sur les procédures d'élaboration de la loi et sur les moyens de contrôle du Parlement. Toutes choses devant permettre à nos collaborateurs d'assurer un meilleur accompagnement des parlementaires. Je saisis l'occasion de cette tribune pour saluer et remercier à nouveau l'ensemble de nos partenaires pour leur appui constant. Notre pays a abrité au cours de l'intercession du 11 au 20 août 2014 la 34e session du comité interparlementaire de l'UEMOA, en marge de laquelle j'ai eu une rencontre avec mon collègue, M. Cipriano Kassama, nouveau président de l'Assemblée nationale de la Guinée-Bissau, qui participait à ce séminaire.
Celui-ci nous a fait part de sa ferme volonté de construire très rapidement des relations de proximité avec notre Assemblée. Ensuite, rappelons qu'à la demande du chef de l'État, je me suis rendu en Turquie pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République de ce pays, M. Erdogan, qui a eu lieu le 28 août dernier. À cette occasion, j'ai eu un échange avec mon collègue, le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, son Excellence M. Semih Sisek. Ensemble, nous avons convenu d'initier et de consolider la coopération parlementaire entre nos deux institutions. De plus, nous nous apprêtons à recevoir du 23 au 25 octobre prochain le président de l'Assemblée nationale française, son Excellence M. Claude Barthelone, qui a répondu favorablement à notre invitation à effectuer une visite en Côte d'Ivoire. Honorables députés, mesdames et messieurs, après ce tour d'horizon, venons-en à présent au travail qui nous attend au cours de cette session, tout en vous laissant le soin de découvrir plus tard la liste des autres textes qui seront examinés. Je m'appesantirai brièvement sur l'exercice d'adoption de la loi de finances qui nous est proposée chaque année à la même période. Depuis le début de la présente législature, les lois de finances présentent à chaque exercice des montants de budget de plus en plus élevés. La loi de finances rectificative portant budget de l'État pour la gestion 2014 adoptée au cours de la deuxième session extraordinaire témoigne encore de cette hausse du budget de l'État et traduit les performances de notre économie. Elle souligne également la qualité de l'orientation que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a su donner année après année à l'action du gouvernement pour rattraper les effets de la décennie perdue du fait de la grave crise politique qu'a connue notre pays. C'est le lieu ici pour moi de lui exprimer notre profonde admiration et de féliciter pour les résultats enregistrés en si peu de temps toute son équipe. Je voudrais ici rappeler que notre rôle à nous parlementaires dans le dispositif de mise en place du budget de l'État est principalement de veiller à ce que les règles qui encadrent l'élaboration de la loi de finances soient respectées. Ces règles, ainsi que les moyens de contrôle du processus budgétaire par le Parlement, ont été planifiés et renforcés par les directives de l'UEMOA transposées dans notre droit interne avec le vote de la loi organique relative aux finances publiques au cours de la précédente session ordinaire. Les instruments mis au service du Parlement par la loi organique relative aux finances publiques pour lui permettre d'assumer de manière efficiente ses obligations constitutionnelles doivent être utilisés dans le sens de l'amélioration de la procédure d'adoption du prochain budget de l'État. La nouvelle présentation des documents budgétaires organise l'information du Parlement de façon optimale. Elle nous donne dorénavant les moyens, d'abord, d'apprécier dans le détail les prévisions de recettes de l'État, c'est-à-dire ses ressources internes et externes. Ensuite, de connaître les ambitions du gouvernement à travers la programmation de ses dépenses, dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement, charges personnelles. Enfin, de mesurer les contraintes qui imposent le service de la dette publique. Si la recherche de la performance est au cœur de l'action gouvernementale, elle induit nécessairement la recherche des équilibres entre recettes et dépenses de l'État. C'est la ligne d'horizon que doivent fixer les parlementaires autant que le gouvernement. Cette vision va au-delà de la logique purement comptable. Nous devons donc rechercher dans le projet de la loi des finances l'impact de la hausse des crédits budgétaires sur les programmes sociaux, sur le chômage et la lutte contre la pauvreté. La Vox Populi
que nous avons pour mission de porter à la connaissance du gouvernement, à temps du budget de l'État, qu'il consolide la réconciliation nationale à travers un processus de répartition équilibré des fruits de la croissance. De même, il s'avère nécessaire une progressive réorientation de ce budget en faveur de secteurs porteurs de croissance et producteurs de richesses tels que la culture, le tourisme, l'agriculture. Ma vision, et je ne crois pas qu'elle soit contraire à celle de l'ensemble des députés ici présents ou du gouvernement ici représenté, est qu'il faut faire des finances publiques non seulement une arme de lutte contre la pauvreté, mais aussi un outil audacieux de réorientation de nos politiques publiques. C'est pour relever ce défi qu'est conçu le projet de renforcement des capacités des députés en vue de les doter de moyens et d'outils leur permettant de bien maîtriser la nomenclature budgétaire, d'être éclairés techniquement sur le contenu de la loi de finances et d'assurer par la suite un meilleur contrôle de l'exécution du budget de l'État à travers l'utilisation du pouvoir d'interpellation du gouvernement que la loi met à leur disposition. Je rappelle que ce pouvoir d'interpellation ne s'entend pas dans le sens d'une opposition systématique aux prévisions et à l'action du gouvernement en matière budgétaire, mais plutôt dans celui de la validation des procédures d'exécution du budget pour accroître la crédibilité des décideurs publics. En le faisant, le Parlement contribuera à sa manière au renforcement de l'État et au renforcement de la démocratie. Le renforcement de l'État de droit et de la démocratie, parlons-en davantage, mesdames et messieurs. Cette quête résulte aussi, et je le crois fermement, de la nécessité de réaliser un consensus national et de faire émerger une conscience nationale, projet cher à mes yeux et mis en avant comme thématique pour cette année parlementaire. Aujourd'hui, d'aucuns pourraient continuer de s'interroger sur mon obstination à faire de la notion de consensus national et de celle de conscience nationale une question essentielle de la gouvernance politique, tant il est vrai que, par essence, la composition de la représentation nationale est fondée sur le principe de la consultation électorale. Le système de votation actuellement de mise chez nous est un peu comme la rançon de la modernité, car dans le tréfonds de nos exigences en matière de gouvernance ne peut disparaître le souvenir des débats qui s'éternisaient jusqu'à ce que le consensus tant espéré se concrétise. C'était le temps béni de la parade et de la discussion à l'infini. Mais ce que je suis tenté de nommer ici, le consensus électoral, est bien au cœur d'un débat dont tous les acteurs politiques ne semblent pas avoir pris pleinement conscience. L'expression est paradoxale. Pourrez-vous me rétorquer, puisque nous nous sommes accoutumés à l'idée que c'est l'absence de consensus qui fait obligation de recourir au vote pour emporter la décision. Mais je vous le dis, chers collègues, le consensus demeure au cœur du processus décisionnel. Rendons-nous compte en considérant ensemble deux cas de figure. Dans un premier temps, on a la décision qui fait l'unanimité et il n'y a donc pas lieu de voter. C'est un consensus total. Dans un second temps, il n'y a pas de consensus si on décide par consensus de faire appel à une procédure électorale pour en décider. Disons-le autrement. Face à une situation devenue indécidable par consensus, on convient de s'en remettre à un vote. Ce qui signifie, vous en conviendrez évidemment, prendre l'engagement préalable et partager de se soumettre au verdict issu de ce vote. Et vous êtes obligé de convenir également que la majorité l'emporte sur la minorité. À bien comprendre,
cela est aussi bien un consensus. Vous le remarquerez, mesdames et messieurs, le système électoral repose sur un consensus préalable et l'élection permet de dégager une majorité et c'est sur cette dernière que repose la victoire. En un mot, sur la base de l'orientation décidée par les citoyens. C'est l'idée de consensus qui fait le lit du jeu démocratique. À ce stade de mon propos, certainement que de nombreux collègues m'en voudront. Si je passe sous silence le consensus déclaré au cours d'une candidature unique aux prochaines échéances par le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié au sein du RADP. Aujourd'hui, ce que nous convenons tous de nommer l'appel de Daoko trouve en réalité son fondement dans l'esprit et la valeur du consensus. Mais que constatons-nous avec effarement devant ce grand signal politique, peut-être inattendu, peut-être incompris? Il continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Certaines réactions se font même très alarmistes en véhiculant l'idée que le consensus affiché pour la candidature unique au RADP constitue une aliénation de la démocratie et du projet de l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Chers collègues, certes, l'animation du débat démocratique favorisé par cet événement est une chose qui n'est pas mauvaise en soi. Mais qu'une telle dérision puisse continuer de se propager en occultant le débat de fond, je veux dire, le consensus national au service de l'idéal de paix et de développement économique de notre pays, me paraît totalement injustifié. Depuis quand un consensus de cette nature a-t-il aliéné la démocratie? Cette option politique n'est-elle pas à appréhender plutôt comme le gage d'une stabilité future durable? La quête du consensus a de tout temps été l'option préférée et défendue par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Rappelez-vous, à quelques pas d'ici, la grande messe au stade Géo-André en octobre 1951. Peut-être la plupart n'étaient pas nés. Au total, cette fédération des partis et des énergies politiques, inspirée par l'idée du consensus, avait permis 40 ans de stabilité, 40 ans de fraternité et de solidarité entre les Ivoiriens. Ce consensus avait permis 4 décennies de développement de notre pays. Ne l'oublions pas, le miracle de l'économie ivoirienne fut à ce prix. Je ne doute pas un seul instant, et je veux vous le dire, et c'est ma conviction, que l'appel de Daoko qui consacre l'idée d'une candidature unique au sein du RADP et la formation d'un parti unifié traduit la volonté de nos leaders de s'inscrire dans le droit fil de l'appel historique de 1951. Aujourd'hui, tous ceux qui prétendent que le rassemblement est une mauvaise solution et une posture antidémocratique n'ont-ils pas remarqué que la division de la famille oufouitiste a conduit notre pays à bien de malheurs? Que leur faut-il encore pour réaliser enfin que la division peut conduire à l'affrontement et à la guerre? Tant comme moi, l'on a entendu tourner les arbres, croyez-moi, mesdames et messieurs, on ne peut que chérir jalousement la paix et l'unité. Chers collègues, permettez-moi d'ajouter qu'aucune ambition, aucun orgueil, aucune fierté ne doivent primer quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation et de la paix. Chers collègues députés, nous le disons, tout le mérite du consensus politique actuel réside dans le fait que la mouvance présidentielle consolide son alliance pour atteindre des objectifs de développement et de paix. C'est pourquoi, tant que l'initiative de l'action politique vise à assurer la stabilité du pays et améliorer profondément
le devenir du citoyen ivoirien, notre devoir, nous parlementaires, ne doit être que de l'amplifier. Et c'est sur ce point que je terminerai en relevant à notre attention à tous que le peuple ivoirien est mûr pour la démocratie. À la veille des échéances électorales, la mission préparatoire des députés consistera à faire de la pédagogie, à faire le culte des vertus citoyennes telles que le rassemblement. Notre capacité de rassemblement se mesurera à notre capacité et notre force à penser l'altérité comme une richesse et la différence comme une valeur ajoutée. À l'heure de notre propre rassemblement, ici à la faveur de cette rentrée parlementaire, voici ce à quoi je veux exhorter chacune et chacun d'entre vous. Avant de clore mon propos, je voudrais, en votre nom à tous, renouveler mes sincères remerciements à nos distingués invités ainsi qu'à nos amis pour l'intérêt renouvelé à notre institution. Je souhaite que les travaux de cette session soient à la hauteur des attentes de nos concitoyens qui nous ont confié leur désir de réconciliation, leur volonté de rassemblement et leur désir d'unité en vue de bâtir la nation ivoirienne du XXIe siècle. Bonne rentrée parlementaire à toutes et à tous. Je vous remercie. Honorable président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements pour votre fraternelle invitation et notre admiration face à tant de manques d'hospitalité et de considération, de respect sincère depuis que nous avons foulé ma délégation moi-même le sol africain de Côte d'Ivoire. C'est là le témoignage vibrant des liens multiséculaires et sacrés qui unissent nos deux pays. Nos deux peuples qui, faut-il le rappeler, ont en partage la civilisation de la cola et du sel. Honorable président, je voudrais dire ici et maintenant combien le président de l'Assemblée nationale du Mali, l'honorable Issaka Sidibé, aurait aimé être là ce soir. Malheureusement, un emploi du temps contraire le maintient à Catane en Italie, où il doit participer au séminaire de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN sur la sécurité. Honorable président, votre ami et aîné m'a chargé de conduire la délégation dont je voudrais, avec votre permission, vous présenter les membres. Honorable Belkoba, deuxième questeur. Honorable Oumo Simbo Keita. Honorable Bakari Diarra. Honorable Bakari Makabu. Et Monsieur Sidi Kimfa Konaté, conseiller à la communication du président de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que nous sommes tous des membres du groupe d'amitié Mali-Côte d'Ivoire. Ce n'est que partie remise, tant est forte la volonté du président de l'Assemblée nationale du Mali de venir en terre africaine de Côte d'Ivoire pour remercier son Excellence Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, vous-même, honorable président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, le président de toutes les autres institutions de la République de Côte d'Ivoire et l'ensemble du peuple ivoirien pour l'inestimable accompagnement dont le Mali a bénéficié et continue de bénéficier au sortir des 2 années terribles de crise que nous avons connues. La présence de cette délégation ici a une signification toute particulière. Nous venons ici pour répondre à une invitation fraternelle et amicale. Car, Monsieur le Président, il n'est un secret pour personne que vous êtes un ami du peuple malien. En témoigne les mouvements de foule que vous drainez chaque fois que vous êtes à Bamako. Nous sommes là également pour dire merci au peuple frère de la Côte d'Ivoire. Merci pour votre solidarité agissante durant la crise malienne. Merci pour l'engagement sans équivoque de son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara pour la défense de la paix, de la démocratie et de la liberté au Mali. Merci pour la présence et le comportement exemplaire du bataillon de FSCI au Mali dans le cadre de l'aménagement. Nous sommes là enfin
pour voir et nous faire une religion sur cette formidable crise économique réalisée en si peu de temps par la Côte d'Ivoire après une si longue crise. Cette reprise de l'économie ivoirienne est due en grande partie au leadership de son Excellence M. Hassan Dramane Ouattara et au génie créateur du peuple ivoirien. Ce que vous êtes en train de réaliser ici ensemble, faire de votre pays un pays école pour tous, singulièrement pour les pays qui ont connu des crises ayant sapé le fondement même de leur nation, comme le nôtre. Des avancées remarquables pour une sortie de crise dans mon pays ont été possibles grâce à la solidarité sous-régionale et internationale dont le Mali a bénéficié dans cette phase critique de son histoire. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à tous les amis du Mali qui ont rendu cela possible. Honorable Président, nous avons tous conscience que sortir d'une crise définitivement est un processus difficile et long qui nécessite une gouvernance démocratique de qualité au service de tout le peuple. Je pense qu'à cet égard, les autorités maliennes sont sur la bonne voie. Oui, Monsieur le Président, il y a qu'à voir les sentiers gigantesques tels que le pont sur la lagune Aiguillé. Nous ne doutons pas un seul instant que l'économie de la Côte d'Ivoire, qui tient un rôle moteur dans l'espace humain, est en train d'atteindre sa vitesse de croisière. Cela est une bonne nouvelle pour la sous-région et pour l'Afrique. Nous saluons les efforts gigantesques et les réformes législatives audacieuses engagées par le gouvernement avec l'assentiment du Parlement ivoirien qui ont permis cette reprise. Ici en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire que impossible n'est pas ivoirien. Ancré dans l'imaginaire collectif du peuple ivoirien, ce dicton se vérifie de la toute belle façon avec les avancées spectaculaires qui réalisent votre pays. Honorable Président, je crois fortement que le renforcement de l'action parlementaire dans la gouvernance, au niveau national comme communautaire, est un impératif commun à tous nos pays. Nous, parlementaires, notre action couvre non seulement les fonctions législatives classiques du vote des lois et du contrôle de l'action gouvernementale, mais aussi et de plus en plus une diplomatie parlementaire efficace et une médiation sociale au service de la paix et du développement. Je suis conforté dans cette idée par le rôle important qu'a joué et continue de jouer l'Assemblée nationale du Mali dans la gestion de la grave crise que notre pays connaît depuis 2012. Il est reconnu par tous que l'adoption par l'Assemblée nationale du Mali de plusieurs lois sensibles, comme entre autres la loi portant indemnisation des victimes de la guerre et du mouvement insurrection du 22 mars 2012, la loi portant prorogation du mandat des députés par le Parlement malien a largement contribué à l'apaisement du climat social et à l'engagement du processus de réconciliation nationale en cours avec les pourparlers inclusifs intermaliens d'Alger. Du haut de cette tribune, nous le proclamons en haute et intelligible voix, la représentante nationale du Mali réaffirme son attachement au dialogue, à la concertation pour la résolution de la situation qui prévaut dans les régions du nord de notre pays. Nous disons notre rejet de tout extrémisme, en particulier religieux, contraire aux valeurs de tolérance, de partage, de vivre ensemble de la nation malienne, valeurs forgées au cours des siècles. Nous refusons également la stigmatisation, l'amalgame, le manque de discernement entre les terroristes et ceux qui sont les fils du Mali et fiers de l'être. Honorable Président, honorable collègues députés, c'est dans l'espoir que nous renforcerons la coopération et la diplomatie parlementaire dans notre région que je vous souhaite une bonne session parlementaire. Vive l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, vive l'amitié entre le Mali et la Côte d'Ivoire, vive la solidarité africaine, vive la solidarité internationale. Je vous remercie. Chers invités, nous venons, comme vous le constatez, d'épuiser lors du jour de la présente séance d'ouverture. Je souhaite à nouveau plein succès à nos travaux et je vous invite à la salle des fêtes pour un rafraîchissement. Merci à tous. La séance est levée.
question budgétaire. Nous allons passer, j'allais dire, au paye fin, le budget de l'État de l'année prochaine. Voilà, donc c'est une joie pour nous et le peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes là pour le servir et nous allons le servir. Voilà, merci beaucoup. Un mot à chaud sur la suite de cette deuxième session ordinaire parlementaire. Concrètement, qu'est-ce que vous avez retenu? On a retenu l'idée forte de consensus politique qui n'est pas la négation de la démocratie. Je crois que l'année qui s'annonce, c'est des thèmes qui reviendront et le Parlement se prépare déjà à, en tout cas, soutenir le consensus politique comme voie de renforcement de la démocratie pour un pays qui sort des crises. Et c'est déjà une bonne annonce. Merci beaucoup. Pourquoi chez nous, on voudrait qu'il y ait des milliers de partis? L'émiettement, la dispersion, comme je l'ai dit dans mon discours, ne sont pas de bonnes choses. C'est pourquoi je n'ai pas demandé une candidature unique pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit que c'est une bonne chose de faire la candidature unique au sein de la mouvance présidentielle. Étant entendu que tous les partis qui ne sont pas membres de la mouvance présidentielle pourront présenter des candidats et la loi ivoirienne, la constitution de la Côte d'Ivoire permet qu'un citoyen à titre d'indépendance puisse être candidat. Donc il n'y a pas de risque pour la démocratie. En revanche, ce qui aurait été dangereux pour la Côte d'Ivoire, c'est de laisser perdurer la division. Vous-même, vous le savez, l'éclatement, l'émiettement ne sont pas des choses qui consolident la démocratie. C'est pourquoi j'ai marqué mon soutien franc, sincère, à la candidature unique au sein du RIDP de M. Ouattara, et j'en ai appelé à l'union des forces au parti unifié. Merci.